Faire le silence un petit peu pour entamer cette deuxième table ronde consacrée à la question de la parole des chômeurs, puisqu'elle est intitulée comme ça, notamment en bande dessinée, et même plus spécifiquement au territoire zéro chômeur longue durée. Ce concept, j'allais dire, on va rentrer dans le détail, mais tu l'évoques, Mathieu, dans une bande dessinée qui est sortie il y a quelques mois, en avril dernier, qui s'appelle L'effet papillon. Là aussi, on va avoir l'occasion de creuser un petit peu. Les présentations ont été faites, donc je ne vais pas les refaire, mais la France Travail est un exemple d'entreprise adhérente à ce concept-là. Peut-être Mathieu, ou d'ailleurs tous les trois, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de bande dessinée, de parler de l'histoire de ce livre, de tous les personnages aussi qu'on va y rencontrer, nous présenter ce que sont ces territoires zéro chômeur longue durée. Parce que je ne sais pas si vous savez déjà tous à quoi ça correspond, et peut-être en quelques mots expliquer ce que c'est, comment ça naît, comment ça se structure, quel est l'objectif. Alors, le territoire zéro chômeur longue durée est né sous le mandat de M. Hollande. Donc normalement, on devrait récupérer un peu d'attention. C'est bien sous votre mandat que le territoire zéro chômeur est né. Exactement. Donc ça nous fait une transition toute trouvée. Le principe est simple. Des personnes qui sont exclues durablement de l'emploi, en général c'est plus de 5 ans, qui habitent un territoire qui est souvent soit très rural, soit très urbanisé, qui n'ont pas accès à l'emploi. On considère que ces gens coûtent, c'est un mot qu'on va dire, mais coûtent 18 000 € par an. Ça englobe le RSA, le coût du chômage, le logement, la mobilité, les soins. Et il y a des associations qui se sont rassemblées avec l'idée de se dire que quelqu'un qui travaille au SMIC coûte 22 000 €. Donc il y a un delta de 4 000 € pour des gens qui ont envie de travailler et pour lequel aucun employeur ne donne l'emploi. Donc ils se sont dit, bah, peut-être qu'on peut trouver une solution et peut-être que ces 4 000 là, on va pouvoir les avoir pour la fabrication d'un bien ou la fabrication d'un service. Donc le territoire est né comme ça, sous son mandat, en 2016 et les premières expérimentations ont eu lieu à Moléon dans les Deux-Sèvres. On parlera tout à l'heure de comment tu traites ce sujet en BD. Tu as passé un an dans une entreprise territoire zéro chômeur longue durée. On a la chance d'avoir avec nous Benoît Monadier, qui lui-même dirige une entreprise qui s'appelle la CAPAC. Comment vous avez d'abord découvert le dispositif et comment cette CAPAC s'est créée? Parce que si je m'en réfère à la BD de Mathieu, les futurs employés, les futurs anciens chômeurs, on va dire, participent à la création de leur outil de travail presque. Alors il y a deux choses, c'est une chose bien différente en fait ce que décrit Mathieu, donc le territoire zéro chômeur. Le principe de l'entreprise adaptée, c'est beaucoup plus ancien en fait. Nous, CAPAC existe depuis maintenant 30 ans. Donc c'est une entreprise qui a été créée à l'époque par mon père, qui a employé à l'époque 4 salariés. Maintenant on est 60. Et le principe de l'entreprise adaptée, c'est plus spécifiquement dédié aux personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, donc on n'est pas véritablement un territoire zéro chômeur. Néanmoins, le principe du territoire zéro chômeur, c'est le même principe. On s'adresse à des personnes qui sont durablement exclues du monde et du marché du travail. Voilà. En l'occurrence, nous, on s'adresse principalement à des personnes qui sont en situation de handicap. Donc il y a des termes techniques, on parle de RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ces personnes-là, il faut savoir que dans le monde du travail, elles sont 2 fois plus touchées par le chômage. Donc voilà, il y a 2 fois plus de personnes touchées par le chômage au sein des personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et le principe de ces entreprises, c'est de conventionner avec l'État. On a une convention qui nous lie pendant 5 ans, on est très encadré en fait. Et on touche des subventions. Alors, je parlerai plus volontiers d'investissement en fait. Voilà, c'est vraiment un investissement dans un outil de travail ou auprès de personnes. Et en contrepartie, nous, on propose un poste, mais qui va être aménagé, qui va être pour lequel un encadrement sera peut-être un peu plus important parce que les personnes vont avoir des difficultés soit physiques, soit autres. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de compenser en fait le handicap par un aménagement et donc par des investissements un petit peu plus conséquents pour une entreprise. Mais par contre, on est vraiment une entreprise. Enfin, je dis pas qu'il y a différents modèles, hein, mais l'entreprise CAPAC est une entreprise comme une autre, je dirais en fait, hein, avec une nécessité d'avoir un chiffre d'affaires, de faire des bénéfices et puis de proposer des services ou un travail qui soit payé correctement par ses clients. Mais on n'est pas
territoire zéro chômeur. Mais le parallèle est intéressant en fait. Et vous faites plein de choses. Enfin, j'ai regardé votre site internet, de la blanchisserie, de l'agriculture, de l'assemblage, du conditionnement. Est-ce que c'est l'activité qui s'adapte à vos travailleurs? Comment ça se passe? Alors, le terme est très bien choisi. En fait, une entreprise adaptée, en fait, elle s'adapte vraiment énormément à son territoire. Auparavant, on parlait d'atelier protégé. C'est-à-dire qu'il y a ça n'a pas tout de suite eu le même vocable. Et un atelier protégé, c'était le même concept, sauf qu'à l'époque, les personnes n'étaient pas payées au SMIC, en fait. Donc c'était déjà considéré que les personnes qui avaient une RQTH étaient des sous-salariés, parce qu'il y avait le code du travail, mais ça ne s'appliquait pas pour eux. Donc ça a été modifié en 95, je crois. Non, 2003. Voilà, donc maintenant c'est une entreprise adaptée et le principe même d'une entreprise adaptée, c'est de s'adapter à son environnement de travail et proposer des choses qui ne se trouvent pas d'ordinaire. Et puis ça y va un petit peu notre survie en fait, parce que voilà, on est effectivement 5 entreprises en une. Initialement, c'est le conditionnement, parce que localement, il y a le monde du travail, c'est très lié au monde du cognac, hein, localement, donc il y avait cette activité-là qui était possible. Et d'ailleurs, les grandes maisons de cognac nous ont fait confiance à cette époque. Mais très vite, on s'est rendu compte que pour maintenir dans l'emploi des personnes en CDI, parce que toutes les personnes qui travaillent à l'entreprise sont en CDI, eh bien, on doit trouver d'autres ressources financières. Donc il y a une blanchisserie qui est arrivée, ensuite une légumerie, ensuite des espaces verts. Enfin, voilà. Donc on a 5 entreprises en une. Et ça rejoint un petit peu, voilà, pour faire le parallèle avec les territoires zéro chômeur, ce que décrit très bien Mathieu, l'idée d'aller chercher des activités multiples pour répondre à des besoins du territoire en fait. Donc, Non, mais c'est que la spécificité du territoire zéro chômeur, c'est qu'en plus, il doit avoir des activités adaptées, mais qui doivent être non concurrentielles. Parce que, par exemple, si vous avez un maraîcher qui, lui, paye des impôts, ou qui voilà, est subventionné, qui va galérer, et qui, d'un côté, il y a des gens du territoire zéro chômeur, dont c'est le ministère du Travail qui paye les impôts, c'est peut-être pas forcément bien vu. Donc, il y a ce qu'ils appellent la non-concurrence, la loi de non-concurrence. Alors, elle est assez large. C'est Louis Gallois, qui était un grand patron de la SNCF, qui est très très présent dans la genèse du territoire zéro chômeur, qui disait la définition de la non-concurrence, c'est quand personne ne gueule. Ça se vérifie assez facilement. Mais c'est une problématique qu'ils ont dans les CLE, dans les comités locaux. Ils disent, est-ce qu'on lance une recyclerie de vélos? Ah mince, il y en a une, mais on ne peut pas. Est-ce qu'on lance... voilà, donc c'est quelque chose qui... voilà, on est dans l'adapté, mais on fait attention aussi à ce qui nous entoure. On est présent dans le monde. Alors que nous, on est sur le marché, sur la concurrence. Voilà, oui, c'est ça, ouais, c'est une différence. Ouais. Après, il faut faire du chiffre aussi, hein, dans le territoire. C'est ce que j'allais dire, c'est pas des entreprises qui viennent vous voir entre guillemets par pitié, elles viennent chercher un service que vous proposez parce que vous êtes bien placé aussi par rapport à une éventuelle concurrence autour de vous. C'est une entre guillemets vraie entreprise. Mais c'est souvent ça en fait que je remets en avant, c'est qu'une entreprise adaptée, c'est une entreprise comme une autre en fait. C'est que les personnes qui sont en salariés chez nous sont des travailleurs comme les autres, sont soumis au code du travail, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel salarié. Et puis on n'est pas une sous-entreprise en fait. Très souvent, quand on vient visiter l'entreprise, tout le monde s'attend à voir, je ne sais pas d'ailleurs à quoi s'attendent les gens en fait. Ils sont toujours étonnés en fait de voir que qu'on sait travailler et qu'on travaille bien et qu'on fait du travail qualitatif et qu'on mérite le prix qu'on demande en fait. Voilà. Et en l'occurrence, on a le même coût en fait que n'importe quel autre service. Voilà, on est sur le marché, donc il ne faut pas qu'on soit trop cher, il ne faut pas qu'on soit non plus trop en dessous, sinon on ne gagne pas suffisamment notre vie. On est une entreprise comme une autre. La seule différence, c'est que cette compensation financière, elle vient compenser. Donc on va adapter le poste de travail, on va mettre 2 ou 3 personnes sur peut-être, ou dans une entreprise ordinaire, il serait peut-être suffisant d'être une personne. Voilà, c'est tout ça que ça prend en compte en fait au sein de l'entreprise. Alors France Travail, au milieu de tout ça, comment vous vous positionnez, comment vous accompagnez ce genre d'initiative-là? Alors nous, France Travail, sur le territoire de la Charente, il n'y a pas de territoire zéro chômeur. Voilà, ça n'existe pas. Par contre, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Donc des structures qui accompagnent aussi des demandeurs d'emploi de longue durée et qui sont porteurs aussi sur une activité. Donc ça peut être du maraîchage, on va retrouver la viticulture sur notre territoire incontournable. Et puis il y a quelques temps, il y a une recyclerie qui s'est ouverte sur Cognac pour des produits d'enfants.
Voilà. Donc vêtements et jouets d'enfants. Donc on accompagne à la fois les structures dans leur ouverture et on va les accompagner en faisant le lien avec les demandeurs d'emploi qui peuvent rentrer sur ces structures-là. Alors justement, vous parlez de demandeurs d'emploi. Ce qui frappe, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà lu la BD de Mathieu, sinon elle est en vente à la librairie, mais dans cet effet papillon, ce qui frappe, c'est ces chômeurs de longue durée, pour beaucoup, quand ils commencent à comprendre qu'ils vont peut-être retrouver un emploi, pour eux, ça veut dire beaucoup plus qu'un revenu ou une activité. C'est-à-dire que c'est presque retrouver leur place dans la société, en fait. Oui, complètement. Bon, il y a des personnes, d'abord, ça rompt avec l'isolement. Par exemple, une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le territoire, c'était un grand, là, une bête, quoi, énorme. Et lui, il cherchait ses mots. Il ne trouvait pas ses mots, parce que ça faisait 5 ans qu'il ne parlait plus. Voilà, l'isolement avait conduit à ça. Donc c'est quand même des gens, c'est dur, quoi. Mais là, il reprenait vie, il reprenait place, il reprenait ça avançait. Et effectivement, un chômeur, c'est aussi un papa, une maman, parfois, et qui ont des enfants. Et le modèle qu'on leur donne, c'est pas quelqu'un qui reste toute la journée dans le salon, c'est quelqu'un qui part au travail. Donc c'est des choses qui vont se repositionner. Et puis dans le travail, il y a aussi la capacité intellectuelle de se projeter, ce qu'ils appellent des extériorités positives, c'est-à-dire tout ce qui va être du bien-être. Et ça, on en retrouve plein chez les gens qui travaillent, mais encore une fois, c'était des gens qui en étaient privés, mais ils arrivaient, enfin, on leur donnait pas cette chance-là, quoi. C'est Patricia, je crois, qu'on disait tout à l'heure, qui s'étonne de gagner 1 300 € par mois et qui dit « j'ai jamais gagné ça de toute ma vie » en fait. Mais oui, c'était vrai. Et puis, ce qui était étonnant avec Patricia, c'est que, donc, pour situer, mon livre commence à la création de l'entreprise à but d'emploi. Donc c'est un mot un peu technique, mais qui est un peu différent de ce qu'il y a en Charente. La différence, c'est que l'entreprise à but d'emploi, l'idée, c'est vraiment que les gens viennent comme ils veulent, comme ils sont, mais il n'y a pas d'impératif, en tout cas immédiat, de rentabilité. C'est le but, c'est atteindre, c'est de l'argent, mais au départ, c'est vraiment le fait qu'ils reviennent le lendemain. Et pour arriver à ça, il y a des employés, puisque ça vient... alors on a une volonté politique qui est indéniable, parce qu'il faut qu'il y ait du politique, il faut qu'il y ait de l'argent public qui investisse dans ce projet-là, mais la montée en charge vient des territoires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui en ont marre de plus travailler, souvent ce sont des maisons de quartier, qui disent « qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à sortir de tout ça, quoi ?» Donc à Poitiers, là où j'ai travaillé, c'était urbanisé, donc ce sont des UP, hein, et eux, ils ont pendant 3 ans, ils ont fait en sorte que ce territoire puisse exister, puisse vraiment vivre. Et Patricia, au moment de la signature des contrats, des CDI, qui est le point de départ de mon livre, se rend compte qu'elle va gagner 1 380 € par mois. Autant vous dire que ce n'était pas la préoccupation première, puisqu'elle le découvre au moment où elle signe le CDI, qu'elle a fait 3 ans qu'elle cherche à avoir un boulot. Donc c'est pas ça qui est en jeu. C'est déjà une condition sociale. Et effectivement, l'argent, par contre, ne nuit pas, puisque rapidement, ils se disent, je vais pouvoir payer mon loyer, je vais pouvoir répondre aussi à la question sur celle-là, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Visiblement, celle-là, elle est très pesante pour des gens qui sont durablement privés de l'emploi. Voilà, donc c'est vrai que Patricia, bon, ils pleuraient tous, hein, dans cette salle. Hein, je les ai revus il n'y a pas très longtemps pour la sortie du livre. Et c'était reparti pour pleurer. C'était beaucoup d'émotions, oui. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ces profils, justement, de chômeurs quand on leur redonne un emploi. Moi, je voudrais réagir juste sur J'ai découvert aussi, moi, le territoire zéro chômeur. Mathieu, on se connaît très bien, mais je savais donc qu'il travaillait là-dessus. Et j'ai découvert ce concept au travers de son livre. Il y a beaucoup, on a quand même de la chance en France, on a quand même beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner un retour à l'emploi. Je pense que vous pourrez en parler certainement mieux que moi, mais voilà, moi je présente aujourd'hui les entreprises adaptées, mais il y a plein d'autres, il y a les chantiers d'insertion, il y a des ESAT, qui sont des établissements médico-sociaux pour des handicaps un peu plus lourds. Il y a plein de structures qui existent, et j'ai découvert que, au travers de ce livre et au travers des territoires zéro chômeur, il y a encore des trous dans la raquette, en fait. Il y a encore des personnes qui, malgré ces dispositifs, sont exclues. Et c'est vrai que tout l'enjeu, il est peut-être financier, mais on est très centré autour du monde du travail quand même. C'est-à-dire que c'est très excluant de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de métier, ou tout moins, quand on nous pose la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» voilà, le fait de ne pas avoir de travail, finalement, c'est très excluant. Donc j'ai découvert ça avec le livre de Mathieu, et c'est vrai que ça me fait penser... Il y a beaucoup de profils, moi, au sein de l'entreprise qui ressemblent à ceux-là. C'est des personnes qui ont été très longtemps exclues d'un monde. Et retrouver un travail permet
cette inclusion en fait. Voilà, on parle volontiers d'inclusion. Pour vous raconter, par exemple, on a 5 métiers au sein de l'entreprise qui ont des horaires d'embauche différents. Je vais prendre l'exemple de la légumerie, ils embauchent tous les matins à 6 heures. Le conditionnement, ça va être 8 heures. L'entreprise ouverte, vous allez avoir des personnes du conditionnement à 7h moins le quart, ils sont là, ils vont en salle de pause, ils prennent un café, ils lisent le journal, ils discutent avec tout le monde, ils sont 5-6. Le travail, pour eux, c'est vraiment un facteur de lien social, en fait. Parce qu'ils vont rentrer chez eux, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de liens sociaux, enfin, ils ont une vie qui est quand même, qui peut parfois être compliquée, en fait. Donc, c'est vraiment le travail en lui-même, au-delà de l'aspect financier, c'est retrouver un semblant de contact, parfois. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, ça peut être ça. Oui, on va le retrouver sur l'insertion par l'activité économique, où oui, reprendre une activité, c'est retrouver une intégration dans un groupe social. C'est exister à travers le travail, parce qu'on existe à travers le travail. C'est reprendre confiance en soi. On a souvent des parcours chaotiques par rapport, et tout le monde à un moment de sa vie peut se retrouver confronté et se retrouver dans cette situation-là. Et ça peut être qu'à un instant T, et cette insertion par l'activité économique permet de repartir et de reprendre sur une entreprise classique, dans un métier classique, j'ai envie de dire. Donc ces structures-là et ces environnements-là sont très importants dans l'accompagnement des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi. Il y en a d'autres qui existent, on a 2 exemples devant nous, mais dans ce type d'initiative. Ils sont listés dans mon livre. Il y a un petit astérix. Non, c'est nombreux, il y a beaucoup de dispositifs. En fait, il y a les EA. En fait. C'est assez jargonnant aussi, hein, le métier du social. Oui, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Et même nous, au sein de France Travail, il y a plusieurs types d'accompagnement des personnes qui existent, avec notamment, je vais dire, des accompagnements spécifiques suivant justement les difficultés rencontrées. Et on a des petits portefeuilles pour que les conseillers puissent vraiment, vraiment suivre de très près les personnes. Voilà, et on arrive à avoir des belles histoires. Là, j'ai échangé avec une conseillère qui accompagne une personne qui est bénéficiaire du RSA, qui est sans domicile fixe, qui arrive à travailler 2 heures par jour et qui maintient malgré ses conditions, donc ça veut dire pas de domicile, pas d'alimentation régulière, etc., ce travail, ce qui va nous permettre, nous, derrière, en collaboration avec les assistantes sociales, de pouvoir lui trouver un logement, lui donner des aides alimentaires et l'aider à repartir après sur un emploi plus conséquent avec des heures, je dirais, normales. Si je suis un peu provocant, on parlait de politique tout à l'heure, mais on est loin de certains discours politiques qu'on peut entendre en ce moment. Vous parlez de RSA, je citerai personne directement, mais de certains discours politiques sur ces chômeurs, profiteurs. Ce qu'on voit à travers le livre et à travers toutes vos expériences, c'est que la majorité des gens ont envie de travailler, en fait. Ah oui, la majorité des gens ont envie de travailler. Moi, j'ai pour habitude de dire que les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi, France Travail est une grande maison, voilà, avec beaucoup de personnes, et qui représente tout le panel de salariés qui peut exister dans une entreprise. Donc, on ne peut pas dire que dans une entreprise, les personnes ne veulent pas travailler. Non, mais c'est vrai que moi, j'étais novice en fait, hein, quand j'ai attaqué ce sujet, et je me suis fait aider en fait par des universitaires, des gens qui travaillent au territoire zéro chômeur au niveau national. J'ai rencontré des élus, j'ai rencontré des spécialistes, et j'ai découvert en fait que ce qu'on appelle, effectivement, hein, le chômeur, l'assistanat, il a travaillé ses 6 mois, il peut bénéficier de l'argent, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un chômeur sur 3 qui ne demande rien. Il ne demande pas son indemnité. Il ne demande pas, soit parce que il y a un problème pour monter les dossiers, c'est compliqué, c'est long, il n'a pas le savoir, il ne sait pas écrire, ou des choses comme ça. Ou alors, après, il y a aussi ceux qui ont une certaine fierté. Ça ne va pas durer, je ne veux pas, ça va commencer. Et en fait, c'est vrai qu'on est très très loin de ces images véhiculées, quoi. Et après, dans la première partie de ce que tu racontais, c'est dire le financement, l'accompagnement. Monsieur Hollande est loin, mais la réponse, elle est à l'Assemblée, en fait, hein. Il y a une loi qui est sur la table, une loi territoire zéro chômeur, elle est sur la table, elle vient d'être déposée, il y a des vents contraires, il faut continuer à la défendre parce que en fait c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche, donc il faut y aller, quoi. Et je pense aujourd'hui, enfin c'était vendredi dernier, en fait je faisais une rencontre aussi, et on a eu le rapport de la Cour des comptes, qui est quand même, vous en conviendrez, pas toujours bienveillant, et qui a dit ça marche, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Donc on espère que les politiques seront sur l'emporter. D'ailleurs, c'est une loi qui est portée par l'IOT,
Donc on ne sait pas trop de droite, de gauche, enfin voilà, on est l'IOT, c'est un peu ceux qui sont un peu passe-partout. Donc oui, il y a un combat politique derrière, hein, financier et politique. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a l'impression que la logique est presque inversée par rapport aujourd'hui aux grandes entreprises, où on présente toujours des grandes entreprises qui, entre guillemets, broient le salarié. Ou... Là, c'est le salarié qui est au cœur de ces territoires et de ces entreprises montées de ces territoires, de votre type de structure. C'est-à-dire qu'on remet le salarié et le travailleur au cœur de l'activité finalement. Et l'entreprise le sert autant qu'il sert l'entreprise. En fait, ça devrait être une logique un peu universelle au final. Hein. Voilà. Voilà, c'est l'idée en fait vraiment, c'est ça, c'est que nous on reçoit des publics. Alors forcément, on a une activité économique qui doit être rentable et on ne va pas embaucher une personne si on n'a pas besoin de cette personne pour le travail qu'on doit fournir. Néanmoins, toutes les personnes qui se présentent à nous, on les laisse pas repartir sans une solution en fait. C'est qu'on va soit proposer une période de stage, on peut proposer ça va être un contrat un peu plus court, un CDD. Mais l'idée, c'est de remettre le pied à l'étrier, c'est de montrer qu'ils sont capables. Souvent, c'est une histoire de confiance en soi aussi. C'est peut-être juste ça. Et ce qu'on peut prendre pour un manque de volonté de travail, c'est surtout des personnes qui sont un peu perdues et qui ne savent pas par quel bout le prendre et qui se sont pris tellement de portes qu'à la fin, les portes, ils y vont plus en fait. Parce que, donc nous, vraiment, l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a des solutions. Si ce n'est pas nous, on va les orienter vers une entreprise collègue. Il y a 4 entreprises adaptées en Charente, je dirais socle classique. On est très en lien ensemble. On travaille beaucoup avec France Travail, avec tous ces services-là. Dès qu'on voit une situation qui nous échappe ou à laquelle on ne peut pas répondre, personne ne repart sans rien, en fait. Après, on est aussi face à des personnes qui, si elles n'ont... qui peuvent effectivement ne pas avoir envie de venir ou qui parfois vont faire une semaine et vont dire finalement non, ça ne m'intéresse pas. Bon, ça, on n'y peut rien en fait après, c'est une sorte de volonté. Après, on ne peut pas emmener les personnes qui ne souhaitent pas. C'est une vraie volonté aussi de la personne de repartir dans son parcours et de reprendre le chemin de l'emploi, ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui est important aussi, c'est le lien qu'on a tous, et c'est vrai, c'est important d'insister, c'est qu'on travaille beaucoup ensemble pour accompagner jusqu'au bout. Alors on fait tous une étape, mais on est tous ensemble pour que la personne réussisse dans son retour à l'emploi. Non, oui, tu as raison, parce qu'on parle de territoire zéro chômeur, mais pour aller tout à fait au bout, c'est volontaire. C'est quand même un mot important, hein. C'est volontaire. C'est-à-dire qu'à Poitiers, là où j'ai suivi, avant, ils ont été faire du porte-à-porte dans la cité, ils ont tapé, ils ont dit « Est-ce que vous voulez travailler ?» Alors il y en a qui ont dit « Bah non, en fait, moi je gagne plus du shit, donc non. » L'autre qui dit « Bah de toute façon, non, moi je veux pas, je suis bien comme ça. » Et puis il y en a qui ont dit « Bah ouais, moi je veux bien, mais personne ne veut de moi. » C'est pas la question. Tu veux travailler ou tu veux pas travailler? Moi je veux, bah d'accord, donc tu es le 15e sur la liste. Donc il y avait son nom. Puis après ils ont passé à la porte d'à côté, puis c'était le 16e. Et puis quand le territoire zéro chômeur s'est monté, ils les ont appelés par cet ordre-là. Et vous voyez, c'est une différence qui est importante en EBE, donc en entreprise à but d'emploi, c'est que si vous êtes dans une entreprise d'insertion et que vous avez besoin d'un plaquiste, vous avez devant vous 2 personnes qui sont en situation de réinsertion. Il y en a un qui a fait du placo, pas l'autre. Votre sentiment, c'est d'aller plutôt vers celui qui a de l'expérience. En territoire zéro chômeur, on va vous prendre parce que vous êtes le 15e et qu'on a pris le 14e avant. Donc on vient, vraiment, les personnes viennent comme ils sont. Alors après, il y a plein de sujets qui sont tabous aussi, hein, parce qu'ils sont reliés, Benoît l'a dit, par les accidents de la vie. Ça, c'est leur point commun à tous. Mais on a aussi des choses qui sont un peu plus tabous, comme l'alcoolisme. L'alcoolisme est quelque chose qui, même aujourd'hui, pour les avoir suivis pendant 1 an, on sait qu'il y en a, mais ça ne se dit pas. On le sent, mais ça ne se dit pas. Et moi, j'avais besoin d'en parler aussi. Bon, ça, j'ai trouvé d'autres astuces pour y arriver, mais voilà, enfin, c'était pour dire que c'était volontaire quand même, c'est important à un moment. Justement, tu parles de toi et ton expérience, mais comment on gagne la confiance? Parce que être représenté dans une BD, qui plus est quand on a un parcours de vie un peu compliqué ou cabossé, d'accepter de raconter son histoire, ensuite d'être représenté, d'être appelé par son vrai prénom, comme tu dessines pas trop mal, d'être éventuellement reconnu. Comment, oui. Voilà, comment ils ont accepté ça, ou pas d'ailleurs? Ça, il y en a un qui n'a pas voulu que je dessine comme il était, donc j'ai pris un avatar. Et tous les autres m'ont dit il n'y a pas de problème avec la personne physique que je suis, et on met le prénom, et ça suffit. Après, il a fallu gagner la confiance, en fait. Et c'est là où je voulais quand même faire une petite aparté, c'est que gagner la confiance de quelqu'un, c'est pas simple, en fait, et surtout de tout le monde. Donc il faut être assez ouvert, être assez, j'espère, authentique.
Vous savez, ça a été dit en introduction, mais moi je suis de Jarnac. Voilà, j'ai grandi à Jarnac, j'ai grandi à Jean-Lartaud, j'ai fait mes études ici, et c'est pas une ville comme les autres. Enfin, moi j'ai trouvé. C'est une ville qui est clivante, parce qu'il y a beaucoup de richesses, et il y a aussi beaucoup de pauvreté. C'est assez fort, moi j'ai trouvé, en grandissant ici. Moi, mon père, il était percepteur, j'étais rue de Condé, et voilà, on avait un logement de fonction qui était là. En face de moi, il y avait des grandes maisons, des Courvoisier, les Haines et tout ça. C'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et puis sur la route qui est un peu plus loin, là, du côté du cimetière, il y avait mon copain Alex. Pour rentrer chez lui, il fallait passer une petite porte. Il y avait 5 chiens. Hop, on rentrait. Il y avait de la terre battue. Et puis le seul qui avait une maison, qui était une chambre, qui était carrelée, c'était la sienne. C'est sa chambre à lui. Le reste était de la terre battue. Et puis, bon, je vois Madame Grédier qui était là, c'était une autre forme d'aisance, mais moi j'étais assez caméléon dans ce mode-là. J'étais assez à l'aise avec voilà, des gens qui étaient aisés, par, je pense, le fait d'être de la famille d'une classe moyenne. Et puis il y avait aussi, dans cette famille, il y avait 2 familles de personnes issues de l'immigration, la famille Salah et la famille Meki. Voilà. Et il se trouve qu'on a vécu une famille, enfin il n'y en avait pas d'autres. Hein, alors ils étaient nombreux au collège, la famille Meki, mais nous on est tombés amoureux d'un garçon qui s'appelait Slimane. Et en ayant grandi à côté de Slimane, en ayant passé plus de temps chez lui que chez moi, j'ai pu toucher ce que c'était que le racisme, par exemple. Vous voyez, moi je suis blanc, il n'y a pas de problème, mais vous voyez le regard des autres, vous voyez le regard se poser sur lui. C'est quelqu'un qui était très intelligent. Et lui, il est parti aussi de cette machine sociétale. Vous voyez, la vie, elle n'a pas été simple. Elle n'a pas été simple pour lui, en tout cas. Ça nous a tous éprouvés lourdement. Et quand j'étais à Jarnac, on avait tous justement des espèces de... J'étais très honnête, enfin, j'étais chouette de voir ces gamins sur la scène. Là. Alors, ils avaient tous des trucs d'éloquence et tout ça. Bon, bravo. Mais... effectivement, quand on est au collège, si on n'est pas indigné un peu, c'est que ça ne va pas. Donc nous, on l'était. Il y avait la question de ce racisme-là. On faisait un groupe de rock, on faisait du bruit, on n'était pas trop reconnus pour ce qu'on faisait musicalement, mais enfin bon, on essayait on y allait à l'énergie. Et puis il y avait aussi la question du chômage, parce que dans les vignes, vous voyez, nous à l'époque, donc je vous parle de 1980, 90, allez, voilà, on était à 20%. Le chômage des jeunes était à 20%. Et il n'y avait pas grand-chose à Jarnac à nous proposer, hein. Il y avait les vignes, ok, mais après, fallait partir. Déjà, parce que pour faire des études, fallait partir. Donc, c'était pas évident. Et cette indignation-là, moi, j'ai eu mon parcours, c'est-à-dire que j'ai fait mes études d'économie, ce qui m'a intéressé à ce sujet-là aussi. Mais je me suis posé la question récemment, surtout en faisant ce livre, de faire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces indignations? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour lutter contre le chômage? Qu'est-ce que j'ai fait pour lutter contre la précarité? Et la réponse, c'est rien. J'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai gueulé dans un micro, j'ai gueulé en disant que ça allait pas, qu'on emmerde le FN, etc. Mais je n'ai rien fait. Et la situation ne change pas. Et j'avais devant moi des gens, comme c'est le cas pour Benoît, qui se sont dit, mais nous, on va faire. Ce sont les gens des maisons de quartier, ce sont des gens qui étaient dans la précarité, ce sont des gens qui ont monté les dossiers, qui se sont dit, mais on va faire, en fait. On va faire, on va y arriver. Et je crois que ça... Moi, ça m'a énormément ému et ça m'a ramené aussi à mon incapacité d'avancer, de faire évoluer. Et je propose, on en avait parlé une fois, mais il faudrait que chaque élu, alors il y en a certainement plein dans cette qui sont venus serrer des mains, mais je pense qu'un élu doit faire 2 choses. Il doit aller voir un site d'enfouissement des déchets. C'est pas trop ma partie, mais apparemment, d'après ce que me dit Benoît, c'est costaud, il faut s'accrocher. Et la deuxième, c'est d'aller dans une épicerie sociale. Moi, j'ai été dans une épicerie sociale. Et j'ai été là-bas et je crois qu'il faut le voir. Il faut le voir pour comprendre ce que c'est. Et pour continuer sur... je suis venu mon même chose, mais juste pour vous dire que il y a eu un hasard, il y a eu un truc improbable, il y a eu un truc incroyable. C'est que j'avais envie de ça, je ne sais pas si c'était conscient ou pas inconscient, j'avais envie de voir ce que c'était que ce territoire zéro chômeur. Et quand je me suis présenté, il y avait quelqu'un qui était là, j'y attendais pas du tout, et c'était pas n'importe quelle personne en fait. C'était un employé, donc quelqu'un qui allait profiter de cette expérimentation. Et c'était quelqu'un qui était avec moi au collège, à Jarnac, qui était avec moi au lycée, à Cognac. C'était quelqu'un qui était avec moi étudiant à La Rochelle, comme Benoît. C'était quelqu'un qui était mon colocataire pendant 3 ans. Quelqu'un avec qui on est parti en vacances, quelqu'un avec qui on a vu nos enfants grandir, et quelqu'un qui a chuté. Quelqu'un qui a eu les coups de la vie. Voilà. Et on se retrouve là. Et en fait, que faire de ça en fait? Et lui, on n'a pas compris, il m'a dit qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit qu'est-ce que tu fous là? Enfin, et forcément, ça donne une autre teinte au livre.
C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un inventaire et la description d'un dispositif ou de mécanique économique. C'est de dire aujourd'hui, à Jarnac, on a été des gens, on pouvait venir, et puis il y avait Slimane qui n'est plus, et puis il y a Fabien qui y est, et puis il y a Benoît, et puis on est là autour de cette table, et puis c'est chouette d'être là. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on reprend la parole après ça. Ça va être dur d'enchaîner. Ça hein. va être dur d'enchaîner. Oui. Non, peut-être ce qui est intéressant aussi dans... Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ça, je vous passe le... Benoît. Pour rebondir, comme l'a dit Mathieu, voilà, il a évoqué ce livre-là, ça lui a permis de parler de personnes qui lui étaient chères et qui me le sont moi aussi, parce que c'est des personnes que j'ai côtoyées, ce sont des amis aussi. Donc là, c'est toujours différent quand ça vous touche, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, il est touchant. En tout cas, voilà, il me parle. Mais je pense que chacun de nous, pouvez retrouver en fait des personnes qu'on a pu croiser ou rencontrer un jour dans sa vie. Je pense que c'est un sujet en fait qui est universel. L'exclusion, que ce soit pour cause de racisme, de précarité, d'emploi. L'exclusion, tout le monde peut un jour y être, être touché, quel que soit. Là, aujourd'hui, on parle de chômage, mais on pourrait parler de plein de sujets différents. Donc c'est vraiment un sujet qui nous touche tous et qui, effectivement, comme le dit Mathieu, auquel on doit donner une réponse même personnelle. En fait, il y avait une remarque tout à l'heure de François Hollande qui répondait à un des jeunes qui disait la politique, elle ne nous parle pas. C'est aussi un petit peu à eux d'aller faire ce petit pas en avant, d'aller chercher la politique. C'est un petit peu pareil pour nous. En fait, on doit pas toujours tout attendre. On doit aussi faire des choses. Je ne parle pas en tant que chômeur, mais je parle en tant que nous, en tant que responsable d'entreprise, en tant que responsable d'une agence, voilà. Mais la part est faite. Mais je pense qu'il faut que chacun de nous, on se sente concerné par ça et qu'on fasse aussi quelque chose à notre petit niveau. Alors c'est compliqué d'aller derrière ça. Je vais rebondir quand même par rapport à ça parce que moi je voudrais remercier et saluer toute l'équipe des conseillers de Cognac et de Barbezieux, puisqu'il y a un point relais sur Barbezieux, qui reçoivent et qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Voilà, ils le font tous les jours, ils le font avec professionnalisme, avec implication. Et oui, ils entendent des histoires de vie qui sont compliquées. Voilà, alors c'est pas les leurs, mais des fois, après un entretien, on a besoin quand même de souffler, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager avec les collègues pour reprendre le suivant. Voilà, parce qu'il y a des histoires en effet qui sont difficiles. On applaudit encore, allez. Si j'en reviens au territoire zéro chômeur, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de hiérarchie. C'est eux qui écrivent leur propre règlement intérieur. Donc quand ils créent leur entreprise, ils sont vraiment aussi maîtres de leur outil de travail au sens large, on va dire. Alors sur le papier quand même, non, il y a un directeur. Enfin, quand je suis arrivé, moi, dans le territoire, il y avait un directeur, une personne, on va dire un adjoint, et effectivement, il y avait des discussions qui étaient faites sur une forme d'horizontalité. Mais en définitive, il faut quand même se faire accompagner. Donc je parlais tout à l'heure de la non-concurrence. C'est pas l'employé qui va dire s'il veut ce qu'il veut faire. Enfin, il y a des instances qui sont là. Par exemple, si quelqu'un aime faire le tricot, bon, c'est pas pour ça qu'elle va faire du tricot. Mais c'est pas pour ça qu'elle va pas en faire non plus. S'il y a un besoin de tricot, elle est force de proposition, ils vont peut-être faire du tricot. Donc, mais c'est aussi des activités qui sont collectives. Mais rapidement, il y a quand même des gens dont, par exemple, un truc qui était tout bête, c'était de dire bonjour le matin. Les employés, quand ils arrivaient, ils disaient pas bonjour. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas les codes. Vous n'avez pas les codes de l'entreprise. Donc là, il y avait quand même... Alors, c'est pour ça que c'est pas si horizontal que ça, parce qu'il y avait quand même un directeur qui disait bon, ça serait pas mal que tu dises bonjour le matin, et puis ça serait pas mal aussi que tu tires la chasse des toilettes, puis ce serait pas mal aussi que tu ranges ton café. Donc voilà, il y avait toutes ces espèces de vivre ensemble qui avaient besoin de mettre en place. Et rapidement, quand même, ils se sont rendus compte qu'il fallait développer ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un encadrant pour un employé, c'est pas ça du tout. Mais enfin, là, on était quand même sur 35 employés et 2 encadrants, avec une équipe qui était aussi d'une correspondante sociale, enfin on va dire un peu comme ça, ou psychologue qui était à mi-temps. Ça s'est révélé assez rapidement pas assez. Et donc collectivement, avec le département et tout ça, ils ont fait le choix d'augmenter cette équipe soutien.
Et ça a payé ses fruits, puisqu'il y a des choses qui se sont mises en place qui venaient donc de façon plus fluide. Et ça leur a permis, parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait 35 employés, et aujourd'hui, ils en sont à 80. Vous voyez, l'idée, c'est quand même de faire de l'emploi. Il y a 80 personnes que personne ne voulait dans les cités, qui étaient des invisibles, et qui aujourd'hui travaillent, rigolent, ont une vie, et des enfants. Enfin, c'est magique, quoi. En vrai, c'est magique. Peut-être dire un mot de l'entreprise, Papiol, quand même. Qu'est-ce qu'ils font? On n'en a pas parlé, mais... Alors, quand je suis arrivé, il y avait... le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les outils de production. C'est-à-dire qu'on se lance. Bon, l'idée, c'est qu'ils viennent, mais par exemple, faire de la recyclerie pour jouer, parce que c'est une des activités qu'ils ont. Il faut des locaux. Et les locaux qu'ils avaient, c'était la ville de Poitiers qui leur avait mis en place, mais c'était pas une ruine. Mais il y avait des travaux énormes à faire, quoi. Et c'était leur première mission, d'ailleurs. Il y a eu une cohésion pour refaire le placo, pour faire la peinture, etc. N'empêche que l'activité commence toujours pas, parce que pour ça, il faut 6 mois. Puis après, il faut des machines. Il faut une machine à laver, il faut une machine... Voilà, donc il faut de l'investissement. Et finalement, il y a quand même toute une période où il y avait de l'ennui, en fait. On leur avait promis une activité, on leur avait promis de l'emploi, mais rien n'était là. Rien ne commençait. Il y avait une forme d'impatience à travailler. Hein. Donc on est encore très loin de l'assistanat, des gens qui ne veulent pas bosser. Il y avait cette impatience qui était née. Et puis, ça y est, magie, les choses se mettent en place, l'activité tourne. Donc ils font du nettoyage de voitures. Ils font du maraîchage. Alors, c'est du maraîchage en sol vivant. C'est très particulier, mais Fabien, donc notre copain, lui, il a fait une licence de bio. Donc, il s'est lancé dans l'expérimentation de la culture des tomates en sol vivant, c'est-à-dire sans eau, avec un système de paillage. Vous voyez, donc, normalement, l'idée, c'est que on traite le moins possible et on fasse... alors, Benoît en parlera beaucoup mieux que moi. C'est pas vraiment de la permaculture, mais c'est pas... Enfin, bref, c'est ça l'idée. Mais effectivement, on fait pas de la tomate au tonnage avec ce genre de choses. Et pourtant, il faut en vendre. Mais on les vend à qui? Alors, comme on peut pas les vendre au supermarché du coin, parce que sinon, ça fait concurrence à l'autre, et ben, ils les vendent dans les épiceries sociales, par exemple. Vous voyez, à des prix pas chers. C'est un peu ce circuit-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font des réparations pour des gens qui ne peuvent pas faire des réparations. Par exemple, vous avez un trou dans le placo. Eh bien, vous demandez à quelqu'un qui vient vous mettre du placo. Mais vous dites, oui, mais l'artisan du coin. Oui, mais eux, les gens qui le demandent, ils ont un coefficient fiscal qui est inférieur. Et donc, ils ne pourraient pas se payer la prestation. Donc, comme ils ne peuvent pas se payer la prestation, ils ne font pas concurrence aux autres. Vous voyez, il y a des artifices comme ça qui sont mis en place pour que tout le monde puisse travailler. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ont développé aussi, alors c'est une autre partie de l'EBE, mais ils ont développé aussi l'accompagnement aux enfants. Par exemple, le matin, il y a une espèce de carabus. Ils font de l'aide aux devoirs. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Ils font aussi des points relais avec France Service. Voilà. Bon, j'ai du mal à lister tout, mais voilà l'idée. Hein. J'ai découvert qu'il y avait aussi un métier. Alors il y a des nouveaux métiers aussi des nouveaux services en fait qui se créent. Ils font aussi de la gestion de sites de compostage partagé, non? C'est pas ça? Oui, bien sûr, j'ai oublié ça. Et c'est même Fabien qui s'occupe de ça. Fabien qui est comment on dit, grand ambassadeur Il est référent de site de compostage. Voilà. Ça, c'est, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des obligations qui ont été faites aux collectivités de mettre à disposition des sites de compostage. Voilà, quand on n'a pas de jardin chez soi et qu'on ne peut pas composter, il y a des sites de compostage collectifs qui sont dans les communes. Il y en a sur Jarnac d'ailleurs. Et c'est très vite posé la problématique de comment est-ce qu'on les gérait. Et donc voilà, là c'est un nouveau besoin, un nouveau métier. Et finalement, ça a permis au territoire zéro chômeur de proposer cette prestation de service. C'est une prestation de service qu'on propose nous aussi à l'entreprise. Donc voilà, c'est des nouveaux métiers qui naissent, des nouveaux besoins. Et vous êtes structuré comme une entreprise classique, je dirais, en termes de hiérarchie Oui. En fait, je parlais tout à l'heure des entreprises adaptées sur le département de la Charente, donc j'en ai listé 4. Il y en a une, c'est ESOP, qui est sur Angoulême, qui est structurée en SCOP, donc, une coopérative. Vous avez les AT, il y a Fabria, qui est gérée par une association sur Angoulême, elle aussi. Nous, on est une SAS, donc une entreprise classique, avec un organigramme, je dirais, classique, mais voilà, avec quand même une part importante de consultation des salariés, mais je dirais comme dans n'importe quelle entreprise, il y a un CSE, il y a toute une forme d'information. Et puis il y a une autre structure qui est, je ne me rappelle plus, qui est Scalema, qui est elle aussi gérée par une association. Donc il y a le modèle entreprise adaptée, mais après il y a plein de formes juridiques possibles, je dirais. C'est pas très, je dirais que c'est accessoire. En fait, on en fait ce qu'on veut de la forme juridique. On peut être une association et puis avoir
être très dirigiste et être dans une entreprise classique et au contraire consulter ses salariés. Pourquoi il n'y a pas de territoire zéro chômeur longue durée en Charente? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je crois que c'est une volonté de territoire de mettre en place ce dispositif. Et puis, il doit être aussi embarqué par les élus. On n'est pas encore dans un modèle expérimental, non? C'est ça? C'est toujours non? C'est une expérimentation, on est d'accord. Mais il y a cette fameuse 3e loi, Monsieur Hollande, si vous nous entendez, qui est sur la table au Parlement. Il faut la voter, il faut pérenniser ce dispositif. Actuellement, il y a une reconduite, donc c'est pour des questions techniques budgétaires, pour payer les gens l'année suivante, il faut qu'en décembre, la loi soit... Donc on faisait des lois pour dire, ben voilà, l'année prochaine, on pourra budgétiser l'argent pour ça. Là, la nouveauté, c'est que cette année, ils disent, on ne va pas demander pour l'année 2026, on va demander que ça soit pérennisé. Je crois qu'il n'écoute pas. Est-ce qu'il y a, parce que le temps file vite, est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle sur tous ces sujets? Oui, monsieur? En parlant un peu fort, désolé, on n'a pas de micro, mais... C'est pas une question, c'est des réflexions. Oui, je n'ai pas encore lu votre BD, mais il n'y a pas de problème, je vais l'acheter vite fait. Merci. Ce que j'entends dans ce que vous avez dit et vos témoignages me font penser au film de Ruffin, Au boulot. Quand on voit ce film-là, on voit des gens qui sont dans la misère, qui ont besoin de reconnaissance, qui ne trouvent plus leur place. Il y a eu des témoignages dans le film, tout n'est pas extra, mais vraiment, il y a des témoignages dans le film qui sont très émouvants et qui sont de nature de ce que vous avez rencontré dans Territoire Zéro Chômeur. Moi, Territoire Zéro Chômeur, j'ai suivi un petit peu celui qui est dans la Nièvre. Et par rapport à la dernière question que vous posiez, pourquoi ce n'est pas généralisé, il y a beaucoup de gens qui voudraient créer un Territoire Zéro Chômeur. Mais il faut tout un système, notamment de mobilisation des élus des collectivités locales. Et pour se mettre d'accord sur certaines collectivités, il y a beau avoir une volonté de la part du milieu social, enfin des associations de suivi des demandeurs d'emploi qui voudraient mettre en place ce concept. S'il n'y a pas le financement, il y a le financement de l'État, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un vrai investissement des collectivités. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je voulais revenir aussi sur le concept territoire zéro chômeur. Il faut quand même dire que c'est un concept qui a été imaginé par une association qui s'appelle ATD Quart Monde, et c'est rendre justice à ATD Quart Monde qui fait un travail remarquable. Alors j'ai quand même une question à poser par rapport à l'entreprise adaptée. Moi, j'ai été directeur du travail, hein, donc je connais tout, l'IAE, j'ai suivi l'IAE, les personnes handicapées. Et au niveau des entreprises adaptées, je serais curieux je vais vous poser une question, puis après je vais vous faire 2 témoignages. La question, c'est est-ce que vous avez un travail important qui permet de sortir du milieu protégé? C'est-à-dire que l'idée pour moi des entreprises adaptées comme de l'IAE, c'est de remettre les gens sur le travail, enfin, pour qu'ils reprennent des habitudes, etc. Mais c'est aussi, derrière, trouver une solution pérenne dans le milieu ordinaire. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et 2 anecdotes quand même, parce que dans mon passé, j'ai organisé des visites d'entreprises d'insertion par activité économique avec le MEDEF, le CGPME. Et quand ils voyaient ce que faisaient les gens en insertion par activité économique, c'est incroyable, ils font ça. Et les gens, les chômeurs, c'est des feignants. Et en fait, quand on voit ce qu'il est capable de faire en IAE ou dans les entreprises adaptées, c'est remarquable. Et entreprises adaptées, j'avais emmené ma préfète quand j'étais dans le Cher, dans une entreprise adaptée. Elle n'avait jamais vu des personnes en situation de handicap dans des situations de travail. Elle était, elle aussi, étonnée, quoi. Je veux dire, c'est pas des gens qui ne sont bons à rien. Il faut leur donner des activités qui sont liées adaptées à leur handicap. Et là, je reviens sur ma question, sortie du milieu protégé. Réponse. Attention. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, on présente l'entreprise adaptée comme une entreprise ordinaire, en fait. C'est-à-dire qu'on est une entreprise comme une autre au final. Donc, après tout, on a des objectifs économiques, on a toutes les personnes qui sont salariées dans l'entreprise sont en CDI. Donc, on a aussi, je dirais, comme objectif de faire fonctionner l'entreprise avec des personnes qu'on garde et qu'on forme et qu'on fait monter en compétences au sein de l'entreprise. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs métiers, donc les personnes peuvent évoluer sur le plan socio-professionnel au sein même de l'entreprise. Après, il y a des objectifs, effectivement. Nous, on a une convention avec l'État, on signe un CEPOM, donc, qui est reconduit tous les 5 ans, et on nous interroge tous les ans,
lors du dialogue de gestion sur nos sorties. Donc ils appellent ça des sorties. Sorties vers le milieu ordinaire. Et on a des objectifs de sortie qui sont de l'ordre de 3 à 4%, je crois. Donc ça correspond à 1 à 2 personnes nous correspondant par tous les 2 ans. Voilà. Donc on est 1 personne par an qui doit sortir. Pour le coup, c'est notre cas. Il y a des personnes régulièrement qui souhaitent évoluer. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour pouvoir trouver un travail autre. Donc là, récemment, il y a une salariée d'entreprise qui était chauffeur et avec qui on a trouvé un travail, une entreprise partenaire qui cherchait un chauffeur. On l'a accompagné, on l'a aidé. On a fait ce qu'on appelle une mise à disposition, voilà, pendant plusieurs mois. Le salarié reste salarié au sein de l'entreprise Capac. Et finalement, on reporte la facture à l'entreprise qui emploie la personne. Entre guillemets, on voit si tout se passe bien, et pour le salarié, et pour l'entreprise qui la prend en mise à disposition. Et si tout se passe bien, après, il signe un CDI, et puis on peut les laisser partir. Mais c'est vrai que cette notion de sortie, elle est assez paradoxale à mon sens, parce que les salariés sont bien, en fait, au sein de notre entreprise adaptée. Et ils font un métier comme un autre, qui est ni plus ni moins valorisant que dans une autre entreprise. Et il y en a finalement quelques-uns, beaucoup qui ne veulent pas forcément partir. Ce qui, par contre, on a des objectifs de formation, on doit vraiment les accompagner s'ils veulent partir. Oui, est-ce que je réponds à votre question? C'est la même chose à Papiol, en fait. Hein. L'objectif, c'est qu'ils sortent de mais en fait, ils ne veulent pas. Les employés ne veulent pas. Effectivement, ils se sentent bien. Et puis, ils ont vécu une aventure. L'aventure qui est celle de créer, pendant 3 ans, monter les dossiers, peindre le placo, comme je dis, créer. Ils sont très attachés à l'entreprise Papiol. Ils ne veulent pas en partir. Par exemple, Fabien, qui fait aujourd'hui du compostage, qui voilà, socialement, il n'y a plus rien à voir avec ce que ça a été avant, il a tout à fait le profil pour partir vers autre chose. Mais il est bien. Il fait ce qu'il a envie, sur rythme choisi, et c'est plutôt, je sais pas comment interpréter ça en fait, mais ça veut dire qu'ils sont quand même super bien où ils sont, et ça c'est chouette, quoi. Je voulais compléter aussi, il y a 2 dispositifs qui ont été expérimentaux là, ces dernières années. Il y a des entreprises adaptées CDD tremplin qui ont été créées, et il y a aussi les entreprises adaptées de travail temporaire. Donc ce sont 2 dispositifs qui étaient des dispositifs expérimentaux, qui ont été aujourd'hui, qui sont dans la loi en fait maintenant, qui existent de manière pérenne. Donc on a bon espoir que ce soit aussi le cas pour les territoires zéro chômeur. Et ça répond effectivement à cette injonction de l'État, oui, qui est légitime, hein, qui est d'accompagner les salariés vers le milieu ordinaire. Voilà, en tout cas de les aider à intégrer des entreprises dites classiques. Après, il ne faut pas oublier que les entreprises ordinaires, elles ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés aussi, qui n'est pas toujours respectée. Ils peuvent faire appel à nous, effectivement, ça les exonère de cette obligation d'emploi, mais voilà, il y en a qui ne remplissent pas forcément toutes ces obligations-là, et bon, il n'y a pas vraiment trop d'impact pour elles. Mais voilà. Mais merci pour votre question, effectivement. Peut-être encore une question, une dernière question? Battez-vous, c'est la dernière. Même pas. Le grand combat n'aura pas lieu. On conclut là-dessus? Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 3. Merci à vous pour votre écoute. Et bonne continuation.